Les points sur les i, c'est la troisième partie de l'émission jusqu'à 20h en ce dimanche soir. L'entretien de Yvan Rioufol. Il reçoit ce soir François Garçon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes universitaire, essayiste. Vous publiez France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse. Merci d'être avec nous ce soir. Yvan Rioufol, pourquoi avoir invité François Garçon ce soir sur ce plateau? Parce que j'ai lu son livre qui est passionnant. Parce que François Garçon est un expert, en tout cas un expert de la démocratie suisse plus particulièrement, mais plus généralement de la démocratie, c'est un universitaire. Et donc il me semblait intéressant d'avoir à l'entendre sur nos failles et sur les solutions que l'on pourrait apporter à cette crise de la démocratie dont on a parlé tout à l'heure. Et ma première question serait dans le fond de vous d'entendre votre opinion sur le spectacle qui a été donné cette semaine par l'Assemblée nationale de cette démocratie qui se précipite à voter un texte voulu par l'exécutif et qui a à peine le temps de l'examiner. Est-ce que vous trouvez que c'est une forme normale d'une démocratie mature que ces pratiques-là ? Non, alors j'ai entendu votre précédent débat. Ça n'est pas une forme normale, mais je dirais qu'elle n'est pas inédite. Ça ne fait jamais qu'un demi-siècle que le Parlement français fonctionne de cette manière-là. Il a été voulu ainsi par le général de Gaulle et il fonctionne exactement comme de Gaulle l'a souhaité, c'est-à-dire on a des godillots et ils votent ce que l'exécutif exige. Et dernièrement, je cite les propos de Sons Forger, qui est le parlementaire qui représente les Français de l'étranger et qui considère ses collègues parlementaires comme étant des paillassons. Je crois que c'est les termes qu'il utilise. Donc ça ne me choque pas. Je trouve que c'est l'usage en France. C'est malheureux. C'est une démocratie qui est... c'est un parlementarisme au rabais. C'est déplorable et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la France fonctionne aussi mal, parce que c'est un pays qui fonctionne mal, c'est parce que les Français n'ont pas de représentants disposant de pouvoir leur permettant de faire valoir leurs intérêts. Est-ce que vous avalisez donc ce constat qui avait été fait par le président de la République, lorsqu'il n'était pas président de la République, d'une démocratie confisquée, d'une démocratie d'apparence? Est-ce que ce sont des mots que vous reprendriez ? Alors, démocratie d'apparence, je pense que ça reste une démocratie. Je pense qu'elle est dévoyée par un exercice de plus en plus personnel du pouvoir. Alors, si vous prenez le quinquennat Hollande, c'est un quinquennat qui est pitoyable, puisqu'on a un personnage qui passe probablement ses journées à feuilleter l'almanach Vermeaux à la recherche de bons mots ou d'histoires drôles. Le quinquennat de Sarkozy est un quinquennat qui est assez agité. Le quinquennat de Jacques Chirac est un quinquennat où il n'est rien fait. C'est un quinquennat de fainéants. Donc, c'est quand même un système qui est assez particulier, puisqu'on a à la fois une monarchie qui dispose de tous les pouvoirs. Je crois qu'il n'y a pas une seule démocratie en Occident où l'exécutif dispose de pouvoirs aussi étendus. C'est assez stupéfiant. Stupéfiant. Et on a, symétriquement, on a un Parlement qui est dépossédé de pouvoir. Il ne coécrit pas la loi, en tout cas. Les rares expressions de contrariété qui s'appellent les frondeurs, les frondeurs, c'est des gens qui se battent pour qu'il y ait plus d'État. Je rappelle que la fronde au XVIIe, c'était des gens qui s'opposaient justement à l'extension du pouvoir de l'État parce que l'État dévorait trop d'impôts. Vous seriez médecin, vous auriez la démocratie comme patient, vous diriez de la démocratie française qu'elle est malade de quoi ? De quoi est-elle malade ? Je pense qu'elle est malade de ses élites. Elle est malade de l'élite française, et encore une fois, qui est très très particulière. C'est une élite qu'on ne retrouve pas en Angleterre, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suisse, pays que je connais plutôt bien pour y avoir en grande partie vécu. Je pense que c'est un pays qui est malade de la formation de ces élites, de la caractéristique de ces élites, qui sont totalement inappropriées à la fois à l'exercice du pouvoir politique et qui sont totalement inappropriées également à l'exercice du pouvoir économique. Je pense que si on rentre dans les détails, la manière dont est dirigé l'État est calamiteuse de mon point de vue. On a un État qui devient anthropophagique, c'est-à-dire qu'il dévore tout ce qu'il y a autour de lui, y compris lui-même. Et puis on a ces gens-là, lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise, sont des catastrophes. Je pense que c'est aussi un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a une élite extrêmement petite, microscopique,
et qui est capable de fabriquer des cataclysmes d'une ampleur inouïe. Mais on a tout de même besoin d'une élite. Est-ce que vous ne craignez pas d'être accusé de tenir un discours populiste? Parce que le discours populiste est de dire que tous les maux viennent des élites. Moi, je peux comprendre naturellement l'agacement qu'on peut avoir contre certains mandarins, mais il faut aussi admettre qu'une démocratie, une république, a besoin quand même de gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, une élite est nécessaire. Non? Alors, loin de moi de dire qu'il ne faut pas une élite. Mais je dis simplement, l'élite que nous avons est totalement inappropriée à l'exercice du pouvoir. Par leur formation? Par la formation, par son origine, par la manière dont elle a été éduquée. Je pense que ces gens-là sont totalement inappropriés à l'exercice de leurs responsabilités. Ce sont des gens qui sont mal formés. Ce sont des gens qui ont une formation qui est indigente, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des bachoteurs au départ, ce sont des bons scolaires, et on définit en France l'élite sur la base d'une réussite scolaire entre 16 et 22 ans. Au-delà de 22 ans, quel que soit l'exercice de votre activité, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine économique ou dans le domaine administratif, ces gens-là peuvent accumuler les gaffes les plus gigantesques, accumuler les sorties de route les plus dramatiques. Ils sont inatteignables. Il y a une espèce de protection à vie au motif qu'ils ont réussi des concours ineptes et imbéciles entre 21 et 23 ans. Et je veux dire que loin de moi de dire qu'il ne faut pas d'élite. Je dis simplement que l'élite française est une élite de concours qui sont passés entre 19 et 22 ans, et que ces gens-là sont totalement inadaptés au monde actuel. Ils sont adaptés au monde actuel, et ils le sont depuis de très très nombreuses années. On n'a qu'à voir la manière dont la France déchoit dans quasiment tous les rankings internationaux, tous les classements internationaux, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'innovation. On a vraiment une élite, je répète, il faut une élite. Notre élite n'est pas une aristocratie de talent. Notre élite, ce sont des bons scolaires, de très bons scolaires, capables de passer des concours ineptes entre 19 et 22 ans. Véronique. Le problème de la France, est-ce que c'est pas son administration, ce qui serait un corollaire de cette forme d'élite, c'est-à-dire qu'on a une administration qui ne pense plus qu'à servir l'administration et qui est une fin en soi? Oui, je ne sais pas si c'est une élite qui est administrative, c'est une élite qui est colbertiste, c'est une élite qui est étatiste, c'est une élite du reste, pour moi, là, je suis vraiment scandalisé quand je vois que cette élite se met en détachement des corps auxquels elle appartient, pour aller travailler pendant quelques années dans le privé, pour revenir dans son corps d'origine. Pour moi, c'est des choses qui sont inadmissibles. Et je pense que là, tout citoyen devrait réagir de manière instinctivement phobique en disant « Mais comment cela se peut-il ? Comment peut-il y avoir des gens qu'on détache pendant 2 ans, 3 ans, qui passent dans le privé pour revenir dans le privé dans la plupart du temps, ils font quand même d'énormes dégâts, pour revenir ensuite dans leur corps d'origine, c'est-à-dire parachute ventral et parachute dorsal. C'est-à-dire on reste quand même dans l'orbite de l'État, sous le parapluie, sous l'ombrelle de l'État, et ça jusqu'au décès. Donc là, c'est une élite pour moi qui n'a aucune légitimité à porter cette appellation. Mais alors, que proposez-vous pour remplacer ou pour ouvrir cette élite à d'autres élites? Moi, je pense que ça sera extrêmement difficile. Je pense que cette élite est là. Elle se maintient là où elle est parce qu'elle jouit de pouvoirs illimités. Et les choses auront du mal à changer. Je pense qu'un des moyens pour parvenir à ce que cette élite change, au moins à la marge, c'est par le biais de la démocratie directe. Je pense que là, si les citoyens ont une capacité d'action sur le rôle du politique, sur la manière dont le politique agit, je pense que les politiques feront des choses mieux. Ils travailleront mieux. Je pense qu'on en reviendra peut-être sur le système de démocratie directe en Suisse. Je pense que le principe du référendum facultatif, c'est-à-dire du référendum abrogatif, est quelque chose d'extrêmement important. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Le référendum abrogatif, il a été inventé par les Suisses en 1874, donc ça remonte quand même à plus d'1 siècle et demi. Ça donne
la possibilité aux citoyens de contester une loi qui a été votée dans une assemblée. Que cette assemblée soit un parlement national, que cette loi ou ce règlement voté soit une assemblée communale, les citoyens ont la capacité de s'opposer à ce qui a été voté. Par exemple, ça serait à mon avis un formidable moyen de freiner les gaspillages. Les gaspillages, je vous en cite un, mais tout le monde le connaît, mais je le reprends dans le cadre de cette invitation. Nous avons 60 000 ronds-points en France. Pour donner un ordre de grandeur à vos téléspectateurs, on en a 10 000 en Allemagne, on en a 10 000 en Angleterre. Donc on en a 60 000 en France. Un rond-point, ça vaut entre 100 000 et 1 million d'euros. Prenons un coût moyen de 300 000 euros. Ça nous fait quand même un total de 20 milliards d'euros de pur gaspillage. Alors vous êtes en train de dire, oui, mais 20 milliards d'euros. Non, alors 20 milliards d'euros, moi j'ai fait quand même, et je pense que tous les téléspectateurs peuvent faire ce genre de calcul, même pas avec une calculette, mais avec simplement un stylo et la table de multiplication. 20 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 80 000 places de prison. 80 000 places de prison. Il y a 61 000 places de prison en France. On en ajoute 80 000. Alors vous êtes en train de dire, on est sur CNews, ils ne nous parlent que de prison, ils ne nous parlent que de goulag, etc. Alors on peut faire par exemple un autre parallèle avec l'école primaire. L'école primaire dont on nous dit que c'est la matrice de la détérioration du système français. Mais à côté, l'école primaire, avec 20 milliards, vous doublez le budget d'une année de fonctionnement d'école primaire où il y a 16 millions d'enfants. Donc ces gaspillages, à mon avis, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, ces gaspillages pourraient être supprimés si les Français on leur demandait leur avis, s'ils avaient la possibilité de formuler un avis qui soit contraignant. J'insiste là-dessus, un avis contraignant et pas simplement consultatif. On vous demande, vous préférez le PSG, l'OM ? Bon. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si l'avis formulé au travers d'une expression électorale est contraignant, ça prend une véritable valeur. Ça a une valeur Les Gilets jaunes, dans leurs revendications, exigeaient le référendum d'initiative populaire, le RIP. Est-ce que ça vous paraît être une bonne formule ? Et plus généralement, je complète ma question, vous avez maintenant beaucoup de candidats, Éric Zemmour, Marine Le Pen et d'autres, Valérie Pécresse, je crois aussi, qui sont prêtes aujourd'hui à soumettre les grandes questions sociétales, et singulièrement celles sur l'immigration, à un processus de référendum. Est-ce que ça ne vous semble pas être des ouvertures, malgré tout, qui pourraient ébranler cette hégémonie élitiste ? Alors, il y a deux points. D'une part, ces problèmes de RIC, ceux qui l'ont propulsé, ceux qui l'ont promu, pensent à l'initiative populaire, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de formuler des lois, de formuler des règlements et que ces règlements soient ensuite proposés à l'ensemble de la population. Je pense que c'est un problème qui est extrêmement complexe. Moi, je me battrai d'abord, et je me bats d'abord pour les référendums abrogatifs, c'est-à-dire que les parlements, les assemblées élues travaillent mal, au moins que les citoyens aient la capacité, soient en capacité de corriger ce mauvais travail. Et c'est là l'intérêt du référendum abrogatif, je crois. Maintenant, sur les propositions des candidats à la présidentielle et le hocher qu'ils sont en train d'agiter, ça reste des référendums du haut vers le bas, hein, du top-down. Et je pense que c'est pas bon. Je veux dire, les référendums de ce type-là, les électeurs ne répondent pas à la question qui leur est posée. Les électeurs répondent généralement par le non, quelle que soit la réponse qui soit posée. C'est dommage, mais c'est ainsi. Je pense que, d'une part, pour corriger ce travers, il y a des solutions. Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait de manière très régulière, annoncé longtemps à l'avance, des consultations de l'ensemble des citoyens sur faut-il des ronds-points dans ma commune, faut-il un nouvel hôtel de région dans mon département ou dans ma région, faut-il uniformiser les régimes de retraite au niveau national. On peut, le même jour, comme le font du reste les Suisses de manière très habile, le même jour poser un grand nombre de questions qui n'ont aucun lien les unes avec les autres, de manière régulière, et que tous les avis qui soient formulés soient et valeurs contraignantes, impératives. Eh bien, merci.